Chers amis, bonsoir, vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Buzz, très heureux de vous retrouver, j'espère que ça marche au niveau du son. Pour l'instant j'ai pas de retour de mon côté, faites-moi un petit coucou si vous êtes déjà en notre compagnie, et en tout cas on va poursuivre nos découvertes, nos apprentissages et notre prise d'information à travers ces trois ouvrages qui occupent nos lives de lecture active et interactive. Vous connaissez le principe, pour armer petit à petit notre esprit avec des arguments sur ces sujets ô combien importants de notre santé, et évidemment d'avoir des dirigeants ou en tout cas un système de représentation digne de ce nom, ce qui, comme chacun sait, est loin d'être le cas et qui a confiné, c'est le cas de le dire, à la catastrophe lors de ces 3 longs derniers mois, voire plus encore. Donc bonsoir Aline, merci d'être là, c'est vraiment super. Je rappelle qu'Aline est notre modératrice. Voilà. Et donc, comme vous le voyez peut-être déjà à l'écran, alors un peu perdu dans mes écrans, mais on va arranger tout ça. Hop. Alors, le temps de faire les manœuvres nécessaires. Alors en tout cas, bonsoir à toutes et à tous qui êtes avec nous. Et donc, voilà. J'en étais où? Donc notre programme en 3 parties. Alors j'ai pas de retour sur mon portable, je sais pas si ça va s'arranger. Est-ce qu'il y a du son, Aline? Oui, ça fonctionne, merci. C'est super. Donc nous voilà prêts. Alors vous voyez sous la caméra, c'est plus 3 bouquins que j'ai, c'est carrément une pile de livres, dont le dernier que j'ai reçu aujourd'hui, qui s'appelle, alors j'en suis très fier évidemment, qui s'appelle Je ne pouvais pas les laisser mourir. C'est le docteur Jean-Jacques Herbstein. Alors on va peut-être pas allonger à l'infini l'émission en les traitant tous en même temps. Je suis en train de chercher aussi mon petit papier, je dois l'avoir ici, dans laquelle j'ai vu avec grand plaisir l'annonce de Le Maquis à Paris, qui nous annonce la sortie de l'ouvrage que j'ai immédiatement commandé parce qu'il était en rupture de stock, qui s'appelle Gilets jaunes, une année d'insurrection et de révolte à Paris. Alors j'ai pas encore l'image à vous mettre sous les yeux, et c'est aux éditions, si j'ai bien compris, Yellow Sphère. Évidemment il n'est pas disponible sur Amazon. Allez voir le petit libraire du coin, ça fait partie de la cohérence de la démarche. Plus de 1500 photos, c'est fait de manière hyper pro. Le livre pèse 3 kilos, donc vous voyez, voilà, j'en profite pour vous signaler ce livre qui mérite toute votre attention et tout votre soutien. Donc je répète le titre: Gilets jaunes, une année d'insurrection et de révolte à Paris, édition Yellow Sphère. Il ne vous aura pas échappé non plus que sur notre chaîne vient de sortir l'extrait de notre dernière émission. Elle s'appelle Toutes résistons, elles sont numérotées. Ce soir, c'est la numéro 8. Et donc, on a extrait de l'émission numéro 7, bien sûr, le scandale numéro combien, on va tâcher de ne pas s'y perdre, mais en tout cas, c'est celui qui concerne les conflits d'intérêts. J'imagine que c'est probablement le plus gros scandale de tous ceux que dénonce Christian Perron dans son livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» C'est le scandale numéro 4. Celui de ce soir, on va bientôt y être, ça va être un
confinement qui confine à la bêtise. Alors, je lis de ci ou de là, que certains parlent de reconfinement. Enfin, vous voyez, alors là, ça va plus être la bêtise. Je sais pas, il faudra trouver un mot. Donnez-moi des idées, les amis, je manque d'imagination. Voilà pour cette question des scandales. Donc, après chaque émission, on extrait la partie qui concerne le livre de Christian Perron, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? On en fait tout un montage en venant y associer, comme vous allez le voir là, une recherche qu'on fait quasiment sur chacune des notes qui apparaissent dans le scandale dont nous parlons dans l'émission. Donc voilà, si je vous montre comment ça se passe, là vous voyez un scandale numéro 5 qui confine à la bêtise. Quand je clique sur mon document, eh bien vous remarquez que on va y adjoindre un extrait du livre qu'on s'est également procuré, c'est pour ça que la pile augmente, qui est le livre de Jean-Dominique Michel. L'État n'a pas à dicter leur conduite aux médecins, et ça c'est vraiment capital. Et bien il a eu les honneurs, Jean-Dominique Michel, de Sud Radio aujourd'hui avec André Berkoff. Et justement, ça va nous faire une belle introduction à cette vidéo pour le scandale numéro 4, puisqu'on y parle de cette question du confinement. Le titre du livre, je vais tâcher de vous le remettre sous les yeux, de Jean-Dominique Michel. Eh bien, ce livre s'appelle Covid, anatomie d'une crise, Jean-Dominique Michel. On va pas s'y mettre non plus ce soir, parce que là, finalement, ça va nous faire une émission vraiment trop à rallonge, mais vous voyez que le sommaire est bien copieux. On va y trouver une théorie des catastrophes, avec une question à laquelle Jean-Dominique Michel va sans doute répondre, je suppose, quelles auraient été les meilleures pratiques à adopter. Après, on va parler dans ce livre d'apocalypse microbiologique, un sentiment désagréable de déjà-vu. Je vais vous nommer que les grands titres. Ensuite, emballement et déni. Et puis, sommes-nous vraiment en guerre? C'est vraiment une question quand même assez fondamentale. La médecine n'est pas une science. Blouse blanche et corruption. Propagande et fake news. Comment j'ai réussi à me soigner avec de l'hydroxychloroquine? Démocratie sanitaire ou dictature sanitaire? Et si on s'occupait vraiment de notre santé? Et puis enfin une résilience collective en guise d'épilogue et une bibliographie que je n'ai pas encore consultée, mais que j'imagine d'ores et déjà copieuse à la fin de l'ouvrage. C'est à la page 223. Oui, il y a pas mal de livres cités. Il y a La Plantine, F, Anthropologie de la maladie, Petite bibliothèque d'anthropologie médicale, une anthologie, je ne vais pas tous vous les lire, Trop de médecine, trop peu de soins, de C. Béraud, je ne sais pas si c'est Christian Béraud, Les intelligences multiples de Gardner, vous voyez, La clé de la communication, découvrez la puissance de l'empathie, 50 années de médecine de la personne, je vais m'arrêter là, mais vous voyez, il y a matière, hein. Donc voilà, et le dernier cité dans cette page qui est de Midal et qui s'appelle Auschwitz, l'impossible regard. Voilà, Midal dont on cite 2 ouvrages dans cette bibliographie. Il y a aussi Risquer la liberté, vivre dans un monde sans repères. C'était au Seuil, ça date de 2009. Donc vous voyez cet ouvrage qui a d'ailleurs été recommandé par nos lanceurs d'alerte lors des émissions L'Info en question. Il y en aura sans doute une demain. Donc pour l'instant, dans les 2 dernières avec Jean-Jacques Crèvecoeur, je vais oublier des prénoms, comment il s'appelle, eh bien quelqu'un qu'on a également, dont on a fait un extrait d'ailleurs de vidéo pour nous aider à bien comprendre la question des conflits d'intérêts. Donc vous trouverez un extrait de leur dernière émission. Et donc voilà pour la présentation de ce nouvel ouvrage. Et puis vous faire savoir qu'on a dorénavant aussi celui du docteur Jean-Jacques Herbstein. On n'a pas encore celui des Gilets jaunes, 1500 photos, je vous le rappelle, 3 kilos en termes de poids, c'est super soigné en termes
comment dirais-je, d'édition. Donc, évidemment, je vous encourage à vous procurer ce livre. Bah écoutez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif de nos sujets. Merci d'être avec nous. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Donc, je vous mets sous les yeux, bien sûr, notre sommaire pour ce soir. Après vous avoir montré que pour chaque livre, vous l'avez actuellement à l'écran, vous voyez, on fait un résumé, vous les avez sous les yeux, là, toutes les notes, et qu'on fait une recherche quasiment sur chaque note. Donc pour aujourd'hui, on va parcourir cette fameuse épisode où les Macron, donc Emmanuel et la première dame, si on peut l'appeler comme ça, sont allés au théâtre, vous voyez, avec les commentaires qu'ils en ont fait. Ça donnait un peu la direction où nous allions, et puis évidemment des citations, l'une de Jean-Marc Dumontel, propriétaire du théâtre Saint-Antoine, le 7 mars sur Twitter. La vie continue, il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. Mais comme ça va être pour tout à l'heure, je ne vais pas toutes vous les lire. Donc voilà, vous voyez que on va... Alors je vous ai listé aussi la liste des personnes qui vont être citées. Donc Brigitte et Emmanuel Macron, Jean-Marc Dumontet, Agnès Buzyn, Sibeth Ndiaye, Gérard Collomb, Didier Guillaume, Muriel Pénicaud, ainsi que les médias qui sont l'objet de ces notes: Gala, Twitter, Point Presse, Élysée, Le Canard Enchaîné, Le Parisien, France Inter, CNews, LCI, BFM TV. Donc toutes ces notes, elles sont empruntées évidemment à des interventions des personnes que je vous ai indiquées dans les médias que je viens de vous indiquer également. Écoutez, on est fin prêt. Tout ça pour vous dire que c'est à partir de cela, que de ces notes, que se construisent à chaque fois une émission à part qui est réduite et centrée sur le scandale. Donc pour ce soir, évidemment, la question du confinement, on y reviendra. En attendant, on va regarder qu'est-ce qui nous attend pour l'introduction de cette émission, c'est-à-dire ce fameux ouvrage qui s'appelle Petit traité de la connerie, parce que par les temps qui courent, il vaut mieux faire preuve d'humour si on veut s'en sortir. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « L'humour, c'est le champagne de la conscience ». Alors évidemment, ça va nous aider, je suppose, à y voir plus clair. Donc vous avez sous les yeux notre programme de ce soir. On va évoquer un thème dans ce petit traité de la connerie de Marilyn Vido qui s'appelle « De l'assureur ». Ensuite, le prélèvement automatique, c'est tellement pratique. Et puis un thème qui tient en quelques lignes qui s'appelle le paradoxe de l'auto-entrepreneur. La deuxième partie, vous l'avez bien compris, on va parler d'un confinement qui confine à la bêtise. Et la troisième partie, c'est ce qui justifie le titre de ces lives qui s'appelle Résistant, puisque dans le titre du dernier livre de Jean Lassalle, on trouve ce mot « Aurore au crépuscule, résistons ». Et ce soir, on continue dans un thème de cet ouvrage qui s'appelle « Retour aux fondamentaux ». Et on vous lira donc, puisque ça se présente comme ça, 3 missives de Jean Lassalle. La première s'appelle « Rassembler les France », la deuxième « Rendre leur rôle aux institutions » et la troisième missive « Une représentativité incarnée ». Donc chaque missive commence, vous vous en doutez, par « Chers compatriotes ». Voilà, on va revenir sans plus tarder à notre petit traité de la connerie. J'espère que ça va vous donner, malgré toutes ces choses graves que nous traversons, ça va vous mettre le sourire aux lèvres, parce qu'il ne faut pas oublier notre dose de rire quotidienne. Alors si je vous le relance le générique, ça ne va pas le faire, c'est la caméra que je voulais mettre. Voilà, donc sans plus tarder, le petit traité de la connerie. Et voici ce qui concerne ce thème qui s'appelle de l'assureur, un petit réglage pour avoir la largeur de page. J'espère que vous avez du son. Mon portable a fait grève, donc j'ai pas de retour. Donc j'espère que tout va bien pour chacun. Oui, ça y est, j'ai retrouvé mon retour. Super. Donc voilà, et donc de l'assureur
Voilà ce que nous dit, j'arrive jamais à me souvenir de son nom, Marilyn Vido, l'auteur de ce petit traité de la connerie. Je ne vous cache pas ce que j'ai acheté sur son titre, mais voilà, je ne suis pas déçu en fait. Voilà, ça parle à la fois parfois des gilets jaunes, du Covid-19 et de bien d'autres sujets ensemble. Donc justement, de l'assureur. La catastrophe sanitaire que nous vivons actuellement a de grands gagnants, les amis. Les compagnies d'assurance ne prennent pas en charge le risque épidémique. Ce qui fait que, sauf à être placées en situation de catastrophe naturelle, les compagnies d'assurance actuellement ne concourent pas à la mutualisation des pertes, particulièrement des entreprises. En temps normal, déjà, ne sommes-nous pas nombreux à rarement déclarer de sinistres à nos compagnies d'assurance et à nous dire qu'il est malgré tout plus prudent de souscrire des assurances pour le cas où, alors même que la société ne nous laisse pas vraiment le choix de nos décisions, puisque de toute façon, la plupart des assurances sont obligatoires. Mais n'est-il pas courant aussi que si par malheur, parce que le risque survient, l'on déclare coup sur coup plusieurs sinistres, notre compagnie d'assurance nous invite à trouver un nouvel assureur et refuse de continuer à nous assurer? On paye pendant des années sans sourciller, et lorsque c'est au tour de l'assurance de jouer son rôle, celle-ci nous met dehors. L'assurance, c'est bien pratique, les fonds de solidarité, c'est mieux. N'est-il pas totalement amoral que dans cette crise du coronavirus, les assurances ne jouent pas leur rôle, c'est-à-dire protéger contre les imprévisibles et les imprévus? Donc voilà cette petite réflexion sur de l'assureur. Alors maintenant, une qui est un peu plus développée, mais à peine plus, hein, c'est une page et demie, sont souvent, vous voyez, des petits thèmes, c'est ce qui fait que j'apprécie, vous voyez, voilà, petite orientation de notre réflexion qui peut se prolonger. Ensuite, n'hésitez pas à nous partager ce que ça vous inspire, ces thèmes du petit traité de la connerie, avec, vous voyez, cette image en première de couverture. Alors, le prélèvement automatique, c'est tellement pratique. Le sujet n'est pas de retourner en arrière, quoique. Mais avant, on envoyait un RIB à EDF et il renvoyait le contrat et les factures. Et c'était simple. On pouvait visualiser les documents, les laisser traîner, s'en servir comme justificatif de domicile sans être obligé de trouver une imprimante pour imprimer un email ou même sans avoir à rouvrir l'ordi. C'était l'époque où gérer sa vie, c'était aussi savoir ranger ses papiers et où l'on gardait la trace réelle de ses dépenses. Et parfois, ça pouvait beaucoup aider. S'il y avait un problème sur la facture, on ne payait pas, on contestait d'abord. Et on n'était pas débité indûment de 7 000 € pour un T2 de 35 mètres carrés parce qu'on venait d'être équipé du dernier gadget EDF Enedis, le compteur Linky. Donc il y avait peu de chances qu'on soit prélevé de sommes extravagantes sans notre accord et tout se passait bien. Aujourd'hui, dans tous les domaines de consommation courante, on paye d'abord et on conteste après si ça s'est mal passé, particulièrement quand on a plein de problèmes en cascade à cause du prélèvement indu. Alors bien sûr, le prélèvement automatique fait gagner du temps aux usagers, sauf quand il leur fait, cas exceptionnel mais non moins dramatique, perdre de l'argent. Cela correspond à la situation où, bien qu'il y ait un litige sur la facture, et alors même que le litige n'est pas réglé, la facture est initialement encaissée. Je ne vous cache pas que, en fait, comment dirais-je, l'entreprise Orange a cessé de m'envoyer pendant la période Covid-19 confinement les fameux TIP, là, et donc il y avait un petit alinéa où on pouvait tout de même quand même réussir à payer par chèque. Alors ils ont bien voulu que je leur envoie les chèques, mais alors j'ai pas encore tout vérifié, mais par la suite ils m'ont redemandé les mêmes sommes en version TIP. Alors vous voyez, vous avez intérêt à être attentif ou attentive à la manière dont les opérateurs ont géré cette crise et comment ils vont éventuellement encaisser 2 fois s'il y a des soucis d'organisation. Alors pour l'instant je n'ai pas encore toutes les données, donc je ne m'avance pas plus. Je continue avec ce paragraphe sur le prélèvement automatique, c'est tellement pratique. Alors là, c'est pas vraiment, moi je n'ai pas le prélèvement automatique, hein, j'ai encore gardé le règlement par TIP ou TE, ça a peut-être changé de nom, hein, TUP, voilà, titre universel de paiement, je suppose.
Donc c'est le même principe avec le paiement de l'impôt que l'on conteste, mais que l'on doit payer avant de pouvoir le contester, ou avec la consignation des amendes, ou même avec la retenue à la source qui consiste à faire payer l'impôt avec un an d'avance sur ce qui était pratiqué auparavant. C'est encore une façon d'obtenir des paiements, des prestations presque par avance, en prenant un pouvoir sur le compte en banque de l'usager. Grâce à l'argument du gain de temps, on peut tondre les moutons de plus près. Tout à fait, Aline, mieux vaut tout contrôler. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez de cette question du prélèvement automatique. En tout cas, moi j'évite autant que possible, mais c'est pas toujours possible. Chez Free, j'ai pas vraiment trouvé comment on pouvait éviter le prélèvement automatique. Chez Orange, il vous reste la possibilité du TIP, mais enfin, bon, voilà. Vous êtes rapidement, vous avez intérêt à régler ça rapidement, parce que la marge de manœuvre n'est pas grande entre le moment où vous devez recevoir le TIP et le moment où vous devez le régler. Alors maintenant, troisième thème du petit traité de la connerie du jour, c'est le paradoxe de l'auto-entrepreneur. C'est un comble qu'en gagnant plus en étant auto-entrepreneur qu'en étant salarié, un auto-entrepreneur peine à se loger car il n'a pas la possibilité de présenter un bilan comptable ou un bulletin de salaire et qu'il sera difficile de trouver un propriétaire qui lui fasse confiance. Enfin, de là à dire que tous les auto-entrepreneurs gagnent forcément plus que les salariés, je mettrai un bémol, mais c'est sans doute pas cela qu'elle veut dire. Donc je répète, tellement le paragraphe est court, c'est un comble qu'en gagnant plus en étant auto-entrepreneur qu'en étant salarié, un auto-entrepreneur peine à se loger car il n'a pas la possibilité de présenter un bilan comptable ou un bulletin de salaire et qu'il sera difficile de trouver un propriétaire qui lui fasse confiance. Je suppose que c'est du vécu de la part de Marilyn Vido. Donc voilà, c'est sa réflexion sur le paradoxe de l'auto-entrepreneur. Demain, on verra ce qu'elle a à nous dire sur le prix de l'essence. Nul doute que ça va vous intéresser. Sur les bétonneurs et sur béton toujours. Vous voyez, il y a deux thèmes qui se ressemblent là. Mais ça sera pour demain. Alors les amis, vous êtes prêts pour revenir sur cet épisode qui serait comique s'il n'y avait pas eu à la clé potentiellement 20 000 morts, j'ai envie de dire pour rien, parce que je fais partie de ceux qui croient, alors on verra si c'est qu'une croyance, mais que le confinement a probablement été à l'origine de pas mal de décès du fait de nombreuses conséquences indirectes. Donc on va laisser la parole à Christian Perron avec son scandale numéro 5. Vous voyez, le bouquin, il a été largement commenté sur les radios et les télés, plus souvent hélas en mal qu'en bien. Je vous rappelle qu'il y a une pétition à signer pour soutenir le professeur Perron, dès que quelqu'un évidemment dénonce l'irresponsabilité, l'imprévoyance et les conflits d'intérêts de l'État. Vous vous doutez bien que ils vont pas spontanément comme ça reconnaître évidemment leurs erreurs et pire encore. Et donc il y a également sur la chaîne de Silvano Trotta l'état d'avancée des actions juridiques en cours. Donc ça c'est sorti juste avant le début de ce live. J'ai cru comprendre que ça va être une série d'actions. Je ne sais plus combien on est de milliers à participer à cette action juridique. En tout cas, j'en fais partie et bien d'autres. Et on va avoir le choix, au fur et à mesure du déroulé des actions juridiques, de s'y joindre ou pas, parce que ça aurait fait, si j'ai bien compris, trop d'argent par action juridique. Il vaut mieux répartir les fonds reçus sur plusieurs actions. Et donc, comme c'est la première action, voilà, j'imagine que c'est important que certains se déterminent quand même, parce qu'il ne faudrait pas que d'un autre côté, on se retrouve avec trop peu de gens associés à cette action. Cette première action, si j'ai bien compris, elle concerne le droit des médecins, évidemment, de prescrire et de disposer de liberté des soins qu'ils veulent donner à leurs patients.
Et si j'ai bien compris, les arguments, on n'a pas, en période de crise Covid-19, pondu une loi interdisant aux médecins de prescrire, on a pondu en réalité des décrets, quoi. Des décrets d'interdiction. Alors apparemment, ça va donner quelques failles intéressantes pour les exploiter, évidemment juridiquement, et porter plainte contre cette interdiction, bien évidemment abusive. Donc je reviens à notre sujet. Scandale 5, un confinement qui confine à la bêtise. Par le bout du nez, c'est le nom de la pièce de théâtre que le couple présidentiel va voir ce 6 mars. Alors on trouvait, j'ai vu passer comme ça l'image du billet de cette pièce de théâtre. Alors si quelqu'un peut mettre un lien dans les commentaires lorsque le replay sera disponible, à moins que vous l'ayez déjà et que vous vouliez le mettre sur le chat, mais il n'y a que les modérateurs qui ont le droit de mettre des liens. Donc pour l'instant, voilà. Donc par le bout du nez, c'est le nom de la pièce de théâtre que le couple présidentiel va voir ce 6 mars. Un titre pour le moins à propos puisqu'il résume pleinement ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire aux Français. Mener quelqu'un par le bout du nez signifie, selon le dictionnaire, que l'on peut faire croire tout ce que l'on souhaite à une personne, notamment que le confinement, ça sera un jour oui, un jour non. Mise en abîme. On est donc le 6 mars, quand le duo présidentiel sort prendre l'air parce que, comme le dit monsieur, et le rapporte Jean-Marc Dumontet, propriétaire du Théâtre Saint-Antoine, sur Twitter, la vie continue, il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. Nous, le peuple, on est déjà au courant que la Chine enterre ses morts par centaines. Les chaînes d'infos en continu ne parlent que de ça. Et les journaux télévisés en font des caisses tous les soirs. Musique des Dents de la Mer en fond sonore. Nous, on sait aussi depuis le 24 janvier que 3 touristes chinois sont les premiers diagnostiqués dans l'Hexagone. Mais pas le président. Il n'a déjà pas le loisir en temps normal de regarder la télévision, mais le soir du 24, c'est certain, puisqu'elle est aux Folies Bergères. C'est pour cela que le 25 janvier, le lendemain donc de sa folle soirée, il ne comprend pas du tout pourquoi la maire de Paris annule les célébrations du Nouvel An chinois. Pourtant, les chars de la procession et les dragons géants ne marchent pas au diesel. Sa motivation, pour une fois, n'est pas purement écologique, mais relève plutôt du principe de précaution. Un peu de bon sens, alors que la ministre de la Santé, qui voudra ensuite lui piquer sa place à la mairie de Paris, affirme en direct du palais de l'Élysée. Alors ça, c'est un morceau d'anthologie. Accrochez-vous et écoutez bien. En termes de risque pour la France, je vous rappelle la date, puisque notre fameuse Agnès Buzyn nationale, elle est passée devant la fameuse commission chargée d'examiner s'il y avait eu des erreurs commises et normalement d'en tirer les leçons, voire, là on peut toujours rêver, de poursuivre ceux qui n'auraient pas rempli correctement leur mission. Mais là on peut toujours attendre quand on voit comment ils ont traité l'affaire Benalla. Parce que c'est la même commission, en tout cas c'est le même président, Éric Ciotti, c'est le même rapporteur. Hein. Donc voilà, on attend de voir les résultats. Et donc hier ou avant-hier, c'était Agnès Buzyn, 4 heures d'audition qui nous ont laissé sur notre faim. Donc un peu de bon sens, alors que la ministre de la Santé, qui voudra ensuite lui piquer sa place à la mairie de Paris, affirme en direct du palais de l'Élysée, c'est un pays d'ailleurs, en termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par des équipes de recherche. Le risque d'importation depuis Wuhan est modéré. Il est pratiquement maintenant nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation dans la population sont très faibles. Selon elle, traduction, on est protégé, pas de confinement à l'horizon. D'autant que la ministre en rajoute une couche sur son compte Twitter dans la foulée. Le risque d'importation depuis Wuhan est quasi nul. Le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. Sacrée Agnès. Le Franchet que je suis, et là c'est Christian Péronne qui parle, se couche rassuré. Le médecin que je suis, un peu moins. La nuit n'est pas si paisible que ça. Plusieurs scénarios me passent dans la tête. Elle dit que les risques sont quasi nuls, très faibles.
J'aurais préféré que même si le risque d'importation et de propagation du coronavirus est très faible, la ministre nous présente un plan en bonne et due forme. Ça m'aurait rassuré. Mais bon, elle a l'air de maîtriser. Après tout, je n'ai pas toutes les infos. Cependant, je n'arrive pas à être tout à fait tranquille car j'ai fait partie des experts qui ont conseillé plusieurs ministères pendant 15 ans sous Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande pour gérer diverses crises sanitaires dont des épidémies. En cas de menace sanitaire, le but est de tout préparer le plus vite possible au cas où. Je connais bien le langage politique. C'est facile de masquer l'absence de préparation sous un beau verbiage rassurant. Et pourquoi dire simplement ce qu'on peut dire de manière compliquée ? C'est le credo assez répandu de l'animal politique qui aime s'écouter parler. Donc, je ne suis pas surpris qu'Agnès Buzyn dise en 5 phrases ce qu'elle aurait pu dire en une. Pas de confinement dans les tuyaux puisqu'on ne craint rien. Entre le 22 février et le 1er mars de cette année, il y a le salon de l'agriculture. Certains s'en souviennent. Là, je commence à me demander si c'est l'idée du siècle de rassembler 480 000 visiteurs autour de 1050 exposants, alors qu'on en est à une centaine de malades français du coronavirus, selon Santé publique France. Alors qu'on apprend aussi que les 2 premiers infectés, le chinois et l'instituteur, sont dead. Comme l'avait si joliment dit Sibeth Ndiaye de Simone Veil le jour de sa disparition. Je doute qu'aller tâter le cul des vaches doivent être la préoccupation première des Français dans l'instant, mais je pense, comme d'habitude, que le gouvernement sait ce qu'il fait. Ça me rassure cependant qu'il annule le dernier jour du salon. Là où je me demande si le président n'a pas tout de même quelques failles dans son entourage, c'est le 26 février. Ce jour est celui du premier mort français du coronavirus. Mais pas seulement, c'est surtout celui du match de foot olympique lyonnais Juventus de Turin. Est-ce là encore, mais je ne suis pas expert des rassemblements, juste infectiologue, une idée éclairée de faire venir 3000 supporters de Turin, accrochez-vous, à Lyon, alors que notre voisin transalpin a 400 cas recensés de malades du coronavirus et 12 morts. Et qui plus est, c'est le nord d'Italie qui est le plus touché. Pas sûr. Beaucoup de mes collègues médecins sont atterrés. Je suis pour ma part encore plus consterné quand on dit côté Palais que la décision de maintenir le match a été prise en arbitrage avec Gérard Collomb. Les motivations très politiques de l'ancien ministre de l'Intérieur, maire de Lyon, passeraient-elles avant le principe de précaution ? C'est vrai qu'un match de foot de cette dimension du côté des clubs, ça fait rentrer beaucoup d'argent. L'exécutif nous explique que Turin n'est pas dans la zone de confinement au moment de la rencontre sportive. Le fait que l'Italie soit vraiment inquiète ne fait apparemment pas trembler nos gouvernants. Je rappelle qu'ils n'ont pas le temps de regarder la télé. Ils ne voient donc pas, comme nous, chaque soir, depuis maintenant des jours et des jours, ces images d'hôpitaux italiens bondés et de leurs soignants échevelés. Ils ne savent pas non plus que le reste du monde confine ses habitants dardard pour enrayer le virus, la plupart étant en pénurie de masques, comme nous. Je te le fais pas dire, Aline. Oh, cette commission, quelle honte, la ruine intellectuelle, je dirais pas mieux. Donc le pouvoir dit et répète aux habitants de Lyon en particulier, sur un ton ouvertement agacé, qu'il ne faut pas céder aux fake news, que la décision de maintenir la compétition a été prise avec l'avis des experts. Lesquels ? On ne sait pas, mais il faut les croire. Je ne suis pas un fan des matchs de foot, mais ça me donnerait presque envie de prendre un billet pour aller soutenir la Juve avec les 59 999 autres spectateurs. Mais je commence à avoir pas mal de boulot à l'hôpital. Je pense bien à retenter ma chance pour trouver des billets pour le match PSG-Dortmund du 11 mars. La rencontre se déroule sans public, mais les supporters ont le droit de se réunir autour du Parc des Princes. J'ai raté ça. 4000 supporters et le feu d'artifice qui suit. J'ai aussi raté les embrassades. Mais ce jour-là, il y a 2281 cas déclarés de coronavirus en France et 48 morts. La plupart des médecins vivent assez mal de voir cette foule de supporters avec leur écharpe « Allez, PSG !» pendant que tous les autres, ou presque, aboient au gouvernement face caméra qu'il faut nous aussi nous confiner au plus vite parce que les chiffres de mortalité grimpent en flèche. Au sein de l'hôpital de Garches, mon équipe, avec la précieuse aide des soignants,
D'autres services s'échinent à augmenter les capacités d'accueil. Et au pas de course, pas en marche, quelle élante générosité de la part des jeunes médecins, infirmiers, aides-soignants, des généralistes qui viennent proposer leur aide et des retraités qui reviennent avec un grand sourire. Ça fait chaud au cœur. Je les remercie tous ici parce que je n'ai pas eu le temps de le faire alors ou si peu. Nous étions tout le temps en train de courir et aucun de nous n'a malheureusement eu l'occasion, alors qu'il faisait beau, de mettre le nez dehors, ce 15 mars par exemple. Contrairement à la première dame, il l'envie d'aller flâner sur les bords de Seine. Ce que racontent des soignants qui viennent de passer un malade en réanimation, car Brigitte Macron était bien en marche sur les quais. Il me semblait pourtant que le Premier ministre avait dit qu'on ne devait plus sortir, sauf obligation, la veille, sur toutes les télés, et qu'il fallait, si on ne pouvait pas faire autrement que de mettre le nez dehors, respecter au moins 1 mètre d'écart entre chacun. Quel ne fut pas mon étonnement d'apprendre qu'elle était allée sur les quais, serrée de près par ses 4 gardes du corps. Mais le plus drôle, c'est le lendemain, le 16 mars. Dans les colonnes du journal Le Parisien, la première dame parle de sa balade et se dit interloquée de voir les gens se masser les uns les autres, se masser, un lapsus amusant, interloqué de voir les gens se masser les uns contre les autres. C'est pas tout à fait le même sens. Une belle phrase qui se mange sans fin, comme le dit Thérèse dans Le Père Noël est une ordure. Belle journée que celle du 16 mars, et belle équipe de bras cassés parmi les décideurs, parce que ça ne fait que commencer. Pour le César du « Je montre l'exemple de l'année dans la catégorie confinement », on a donc Brigitte Macron. Mais pour le César du canular du siècle, c'est Sibeth Ndiaye qui remporte la palme. Et là je cite, « Cette histoire de décret sur un confinement de la population était une fake news, assure-t-elle sur France Inter. » Enfin, le premier rôle lors de cette cérémonie revient au président de la République qui nous dit une poignée d'heures plus tard qu'on est confiné. Le 16 mars donc. Pas le lendemain de la prise de parole de Sibeth, mais le jour même. Parfait. Mais le casting des Césarisés n'est pas complet. Il me faut maintenant parler du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. La France a appris la veille qu'elle était recluse. Il nous dit souriant le lendemain, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement sur l'alimentation. Cette phrase et cette attitude lui valent évidemment les acclamations du public. Il va peut-être remporter la palme du ministre le plus populaire. Le lendemain, les patrons d'enseignes alimentaires sont dans tous les sujets du journal télévisé. Ils expliquent que c'est la ruée, qu'ils ne savent pas comment ils vont faire. On voit sur toutes les chaînes d'infos les files interminables des gens devant les magasins, les rayons vides et les clients qui se battent, y compris pour les derniers paquets de pâtes ou les derniers rouleaux de papier toilette. Il y a des blessés et des employés soufflés et essoufflés. Définitivement et sans retenue, le César de la déconnexion de la réalité est attribué à Didier Guillaume. Il nous revient en mémoire du coup qu'il était au premier rang d'une corrida l'été dernier, lui qui est aussi ministre de la condition animale. Effectivement, chez lui, rien ne doit nous étonner. Ah, j'allais oublier, à propos de papier toilette, le professeur Jean-Paul Stahl, infectiologue à Grenoble et rédacteur en chef du journal Médecine et maladies infectieuses, envoie un courriel d'une grande pertinence scientifique à tous les infectiologues de France. Il y compare la ruée pour dévaliser les rares stocks d'hydroxychloroquine à la ruée sur le papier toilette dans les supermarchés. Mais revenons-en à nos moutons. Le coronavirus, qui fait 372 morts en France le 19 mars. Ce jour aussi est à marquer d'une pierre blanche pour les propos de Muriel Pénicaud. Qui dit jette la première pierre, blanche bien sûr. Ce sont les patrons du BTP, Bâtiments et Travaux Publics, parce qu'ils apprennent, figurez-vous, alors que cette fois on en est sûr, la France doit se confiner, voilà qu'ils apprennent que la ministre du Travail n'est pas du tout contente. Ils doivent aller travailler. Elle traite les entreprises du bâtiment de défaitistes. Pourquoi ? Parce qu'elle demande elle demande, les entreprises du bâtiment, donc un arrêt temporaire des chantiers. Motif de la requête,
on soutient nos employés, ils veulent respecter les règles du confinement ou être protégés. Évidemment, Dame Pénicaud, là, est bien embêtée. On n'a pas de masque pour eux, c'est ballot. Du coup, on ne l'entend plus trop après la remise de son César de l'indifférente de l'année. Je suppose, mais ce n'est qu'une supposition, qu'elle essaye de juguler l'hémorragie qui semble s'étendre à tous les autres corps de métier. Je suppose toujours qu'elle a en tout cas bien réussi à vendre son yaourt à Danone, son ex-boîte, puisque les rayons de mon supermarché en sont pleins. Sûr que ses équipes ne sont pas en confinement. Et ce n'est pas fini. Le gouvernement a été très bon sur la question du confinement. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Le 24 mars, on en est, côté chiffres, à 1100 morts recensés, 1100 morts recensés, dont 240 en 24 heures. 10 176 patients hospitalisés, dont 2516 en réanimation. En bref, fini de tergiverser. Côté gouvernement, on est en ordre de bataille. La partition est réglée. Tout le monde parle d'une seule voix. Ça fait du bien. Restez chez vous. Et le seul mot d'ordre. Pas pour nous, les soignants, mais pour la grande majorité des autres Français. Tout le monde parle d'une seule voix, je le répète. Jusqu'à ça, rejoignez la grande armée de l'agriculture française, balance Didier Guillaume, fier comme un pan de sa trouvaille. Allez, venez, Français, on a besoin de 200 000 personnes, déclame le ministre. Donc finalement, on est confiné ou pas ? Les Gaulois en perdent leur latin. Donc je reprends. Confiner le pays en entier, sauf les métiers indispensables, excellent. Nous, les soignants, réclamions cela. Mais maintenir le premier tour des élections municipales, belle inspiration. Oubliez les SDF, les squats, là où la maladie progressait à toute vitesse, génial. Bon allez, j'arrête. D'autant que ça ne me fait en réalité pas rire du tout. Ne rien organiser non plus pour les personnes isolées, âgées, handicapées, j'ai eu aussi beaucoup de mal à saisir. Ne pas protéger les populations fragiles, je n'ai pas compris. Pour rester correct, et puis ne pas mettre en place de suivi pour les femmes ou enfants battus, pas même un numéro vert avant la Saint-Glinglin, je le dis sans embâge, j'ai trouvé ça fou. Mais ce qui m'a le plus choqué concernant le confinement, c'est qu'on aurait pu éviter qu'il soit généralisé si on avait eu des masques et qu'on avait en parallèle dépisté en masse. Dans les pays où on a testé en quantité mais jamais confiné, sauf les malades, les porteurs sans symptômes du virus et les personnes fragiles, il y a eu très peu de victimes. Mi-mai, on comptait 256 morts en Corée, 668 au Japon, 3040 en Suède et 21 à Singapour. À l'heure du bilan, les écarts entre ces pays et la France, 27 000 morts au 13 mai en France, ne se réduiront jamais. Si Emmanuel Macron avait regardé ce qui se passait au-delà de nos frontières, il aurait vu que le confinement n'était que le plan B. Aucune mission officielle n'a cherché à comprendre ce que faisaient les Allemands ou les Coréens pour s'en inspirer. Une faute politique extrêmement grave. Le confinement n'était pas forcément la seule trajectoire à prendre. Il aurait pu écouter les injonctions de l'OMS. L'organisation n'a cessé de demander de tester. Ça aurait évité le confinement de toute la population. Et que la France passe aussi pour le tiers-monde, abandonnant à cette occasion un peu plus de son prestige aux yeux des étrangers. Parce que, niveau rayonnement, on a pris un sacré coup dans l'aile. Enfin, et j'en finirai par là, une fois qu'on avait raté notre dépistage et qu'on n'avait plus d'autre choix que celui du confinement généralisé, on aurait dû, et par on, j'entends nos dirigeants bien sûr, demander aux Parisiens de ne pas quitter leur résidence principale pour les secondaires. L'afflux des milliers d'habitants de la capitale vers les campagnes françaises a complètement déstabilisé la ruralité. Des médecins de Paris se sont trouvés désœuvrés alors qu'ils s'étaient préparés à faire front en première ligne pour épargner le personnel soignant des hôpitaux. Pendant ce temps, les médecins de campagne, eux, ont croulé sous la tâche. Cette grande pagaille aurait pu être anticipée puisqu'on en avait eu l'exemple au pays de la Grande Muraille. À l'annonce du confinement de Wuhan, des centaines de milliers de Chinois avaient fui à travers le pays. Une vraie répétition générale. Le scénario était déjà écrit. La grande vadrouille. Chapeau l'artiste. De Funès et Bourvil doivent se retourner dans leur tombe. Avec le confinement généralisé, tout le pays est sous cloche,
en attendant que la fameuse courbe en cloche de l'épidémie, bien connue des spécialistes, redescende. Mais il y a des choses qui clochent, même du grand n'importe quoi. Ainsi la visite d'Emmanuel Macron en Seine-Saint-Denis le 8 avril dernier. Ne pas penser que le président dans les rues, offert à la vue de tous, va provoquer un attroupement de personnes serrées comme des sardines autour de lui, sans masque. Quelles cloches l'ont conseillé? Pas celle de Pâques. Ça me rappelle sa visite à la Pitié-Salpêtrière au début de l'épidémie, au cours de laquelle, devant les caméras, il serrait les mains de tous les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les administratifs. On aurait cru Jacques Chirac au salon de l'agriculture. Choquant car peu de temps auparavant, son ministre avait clamé haut et fort que les Français, à juste titre, ne devaient plus se serrer la main. Encore un bel exemple venu d'en haut. Dernier exemple de sottise, l'annonce du déconfinement en mai. D'annonce en annonce, avec les contradictions habituelles entre les uns et les autres, l'affaire va prendre du temps, beaucoup de temps. On apprend que les tests diagnostiques seront réservés aux malades avec des symptômes et que les malades sans symptômes n'en auront pas besoin. Mais qui souffle au président ces âneries à l'oreille? Une fois qu'on est tombé malade, il n'est pas d'une très grande utilité d'avoir un test pour vous dire que vous êtes malade. Tous les médecins aguerris par plusieurs semaines d'épidémie savent faire le diagnostic sur les signes cliniques sans test. Leur intérêt, si on déconfine, c'est justement de dépister le plus de monde possible, y compris les personnes sans symptômes. Annoncer qu'on renverra du jour au lendemain à l'école tous nos gamins, c'est très bien. Mais si on ne peut pas tous les tester avant, c'est de la folie. Certes, très peu d'enfants seront malades, mais ils rapporteront le coronavirus à la maison et contamineront leurs parents et surtout leurs grands-parents. Alors que le gouvernement a annoncé le déconfinement pour le 11 mai, et que la France produira 700 000 tests diagnostiques PCR par semaine, je pleure. Ce nombre est largement insuffisant. Il en faudrait des millions. Or, des biologistes disent publiquement que la France ne sera même pas capable de produire ces 700 000 tests. Ainsi, on déconfine en pénurie de masques, en pénurie de tests diagnostiques et en pénurie des médicaments actifs hydroxychloroquine et azithromycine utilisés dans la plupart des pays. La coupe est pleine, en tout cas pour moi, et je l'observe autour de moi, pour beaucoup de Français aussi. Voilà, ça nous a malheureusement, je suppose, pour chacun, rappelé les heures sombres de notre fameux confinement, et la suite, on la connaît. Les tests, on peut toujours attendre sans parler de leur fiabilité. Je vous renvoie à cette émission qu'on a déjà partagée dans le scandale consacré justement aux tests. Donc je vous renvoie vers l'émission qu'on en a faite, qui est le scandale numéro 2. Aux surprises, on n'a pas assez de tests non plus. Je vous rappelle que pour toutes les anciennes émissions, vous avez en haut à droite de la vidéo un petit i quand vous la regardez sur YouTube, et qu'en cliquant sur ce i, eh bien, vous avez un genre de navigateur qui s'ouvre, qui vous permet de passer au scandale précédent ou au scandale suivant, et d'une certaine manière de naviguer, si je peux m'exprimer ainsi, de scandale en scandale. On va se réserver pour demain évidemment ce qui a accaparé l'attention pendant des semaines, et c'est pas fini, qui est le scandale numéro 6. Et je regardais encore une émission de M. Tadei sur RT France, pitoyable au demeurant, pour ce qui est d'un des deux intervenants, je vous laisse deviner lequel, où on parle de cette fameuse chloroquine. Donc la chloroquine, qui dit que c'est efficace, à part la moitié de la planète, scandale 6. Voilà, et ça sera, je vous dis pas que c'est pour demain, parce que en fait, ce qui prend du temps, c'est pas de faire les lives, ça va très bien, mais c'est de soigner évidemment ce qu'on tire de chaque live, c'est-à-dire ces scandales. Certains ont fait jusqu'à 1000 vues, c'est vrai que ça reste bien trop modeste à notre goût, vu le temps qu'on y passe, plusieurs, quand je dis dizaines d'heures, je dois pas être très loin du compte, donc on se tire un peu la vue à faire tout ça, c'est des montages compliqués, beaucoup de recherches. Donc voilà, si vous pouvez faire quelque chose pour les faire connaître un peu plus, je pense qu'ils n'ont pas trouvé leur public, et pourtant on devrait être beaucoup plus nombreux que ça à avoir besoin de ne pas oublier ce qui s'est
passer de façon à ce qu'une information ne chasse pas l'autre et surtout qu'on tâche d'en tirer des leçons pour l'avenir. Donc voilà pour cette deuxième partie de notre live d'aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble ? Eh bien, ça fait 1 heure bientôt, 59 minutes. Eh bien, on va poursuivre avec la troisième partie. Je vous remets un instant sous les yeux le sommaire qui se cache sous la caméra, voilà. Et troisième partie, eh bien, rassembler les France, 3 lettres de Jean Lassalle à ses compatriotes, rendre leur rôle aux institutions et une représentativité incarnée. C'est un retour aux fondamentaux. Voilà, Jean Lassalle, eh bien, vous allez l'avoir sous les yeux, en tout cas en image. Voilà, c'est lui. Et donc, rassembler les France. Chers compatriotes, nous dit-il, c'est écrit à Paris, cette missive. À mesure que nous avançons dans notre réflexion, j'apprécie de plus en plus votre franchise et votre honnêteté. J'éprouve du plaisir à débattre avec vous, même si cela me pousse dans mes retranchements. Il convient de retrouver une incarnation de la volonté du peuple souverain. Il réfléchira et débattra avant de dire sa décision. Je voulais vous parler des moyens à mettre à sa disposition afin de faciliter une expression claire et fréquente de sa volonté. L'idée, dites-vous, part d'un bon sentiment, mais n'a aucune chance de fonctionner dans la situation d'abandon moral à laquelle notre pays est réduit. Et évidemment, ça nous renvoie tout de suite au taux d'abstention aux dernières municipales. Vous insistez, il y a pire que la division qui s'installe chaque jour un peu plus. Vous évoquez l'ambiguïté qui paralyse le débat public auquel de moins en moins d'entre nous participent. Les dés sont pipés d'avance. La dictature financière qui nous accable a encore de beaux jours devant elle si elle n'entraîne pas la grande explosion. Pour l'heure, le peuple n'a plus confiance en rien ni en personne. Je ne serai donc à vos yeux qu'un penseur velléitaire. Vous me rapportez l'échange de M. Martinez, secrétaire général de la Confédération Générale du Travail, CGT, avec M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Sur le plateau de l'émission, vous avez la parole, 9 janvier 2020. Ce dernier faisait valoir que le président était légitime pour procéder à la réforme des retraites, ayant été élu avec plus de 66% des voix. M. Martinez, à qui nous portons tous les deux de la considération pour sa force de résistance, lui a alors répliqué, écoutez bien, dans les 23% qui ont voté pour lui au premier tour et encore plus sur les 66% qui ont voté au second tour, nous pouvons faire un sondage. Reconnaissez avec moi que tous n'ont pas voté pour son projet. Un certain nombre ont voté pour empêcher celle qui était en face d'arriver au pouvoir. Est-ce que c'est la vérité ou pas ? Vous brûliez de connaître les points de vue et les explications de M. Blanquer, mais vous êtes resté frustré. Vous vous interrogez sur les éléments qui conduisent les électeurs à voter de plus en plus massivement pour le Rassemblement national, tandis que l'ensemble de la sphère politico-médiatique condamne vigoureusement ce choix. On aurait pu rappeler que l'adversaire de M. Macron au deuxième tour de la présidentielle était Mme Le Pen. Son père, des années durant, est resté accroché à environ 1% des voix. À ce moment-là, la question se posait de reconnaître si le Front National avait sa place dans l'espace républicain. Le choix a été fait, bon gré mal gré, de le considérer comme un parti ayant une existence légitime car légale. L'institution, par François Mitterrand, de la proportionnelle intégrale aux élections législatives de 1986 trancha la question. Elle permit à des partis dits minoritaires d'être désormais représentés. Le 16 mars 1986, 35 députés du Front National furent élus, tandis qu'ils réalisaient de bons scores au premier tour des élections régionales, un peu moins de 10%. La droite républicaine eut alors besoin de ses voix au second tour pour faire élire ses candidats. Il ne me souvient pas d'avoir entendu quiconque discuter de la légitimité de ces députés ni de la légalité de leur parti. Pas plus que ne furent prises des mesures coercitives envers les présidents élus grâce aux voix du Front National. Dans les années qui suivirent, le FN continua à progresser. En 1989, son premier maire était élu. Le débat s'envenima lors des élections régionales de 1992.
Quelques présidents de droite avaient besoin des voix du FN pour le second tour. L'un d'eux, adoubé par le président François Mitterrand, dont il avait été l'un des ministres, fut même élu avec les voix du FN, du PS et des Verts. Un débat lourd s'installa dans notre pays. Il ne devait plus jamais cesser. Il connut un nouveau point d'orgue à l'occasion des élections régionales de 1998. L'ensemble de la sphère politique et médiatique s'enflamma sans toutefois remettre en cause l'existence légale du Front national. Mais les échanges firent rage autour des notions de morale, d'acceptable, de républicain. La droite et le centre se divisèrent et c'est par l'UDF que les digues allaient céder. 5 de ses membres se firent élire président avec l'appui des voix du Front national et après alliance. Ils furent chassés de l'espace politique français. Chers compatriotes, nous savons tous deux combien ce moment de la vie politique française fut délicat et lourd de sens. Cette injonction morale de l'ensemble des partis de pouvoir et des institutions partait d'un bon sentiment. Plus que son programme, les propos tenus à cette époque par Jean-Marie Le Pen le disqualifiaient. La réponse du Front républicain, composé de l'ensemble des partis de pouvoir et des institutions, formulée de manière péremptoire et pusillanime, ne fut pas à la hauteur. Loin d'affaiblir le FN, elle apparut à ses électeurs comme une mesure d'ostracisation. Ceux-ci exprimaient pour leur majorité un vote protestataire, pas encore un vote d'adhésion. Cette absence de discernement n'allait-elle pas nous coûter très cher? Ne contribua-t-elle pas, par ce renoncement de la classe politique traditionnelle, à conforter l'électorat déçu? 4 ans plus tard, à la stupéfaction du monde, Jean-Marie Le Pen fut qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. Les bilans des majorités sortantes et systématiquement sortis apparaissaient de plus en plus identiques. Nous les politiques avons déserté les grandes préoccupations de notre temps. N'est-ce pas cette absence de libre débat, de perspective dans un contexte de misère humaine et intellectuelle, de domination des classes qui a jeté une partie de notre peuple dans les bras des extrêmes? La nature a horreur du vide. Les dirigeants du Rassemblement national ne sont pas moins intelligents ni moins filous que les autres. N'ont-ils pas suscité des votes d'adhésion en abordant, en les exagérant, les préoccupations essentielles de nos compatriotes? Globalisation, immigration, Europe, dette, sans oublier peut-être les plus sensibles, les notions d'identité et de laïcité. Est-ce ces mêmes terrains en jachère qui se hasarde à les aborder par son propre prisme et non celui convenu, d'être taxés de rassemblements nationalisés, poujadisés, complotistés, populistés? On avait cru juguler un avatar, on avait consacré une fracture. On ne cesse de rappeler à nos concitoyens que le vôtre est un droit, un devoir. Qui leur présente un projet à la mesure de leurs attentes? Pour achever le tout, à l'occasion du second tour, on leur demande de faire barrage au lieu de choisir des projets qui n'existent plus. Et l'abstention s'est durablement imposée à des niveaux jamais connus sous la Ve République. L'élection présidentielle n'aurait donc plus d'intérêt qu'au premier tour, puisque celui qui se qualifie face au Rassemblement national est assuré de la victoire. Chers compatriotes, vous m'expliquez que ces états de fait ont conduit notre pays à un face-à-face tragique. D'un côté, il y aurait les sachants, établissant les règles du jeu et se permettant de qualifier l'autre France de moisie. De l'autre, une France ne supportant plus ces postulats et qualifiant la première de pourrie. Vous ne voyez vraiment pas comment un pays aussi divisé pourrait se rassembler. Je ne vous ai jamais laissé entendre que ce serait chose facile. Vous me demandez combien de temps notre pays supportera d'être coupé en deux et de ne se prononcer que sur les sujets tolérables en écartant les autres. Le malaise social actuel, l'absence de confiance en ses élites, le gravissime sentiment d'abandon et d'absence de considération, ne parlent-ils pas d'eux-mêmes? Chers compatriotes, je comprends enfin où vous voulez en venir lorsque vous avez évoqué l'intervention de M. Martinez. Vous me demandez combien de temps la France acceptera de subir une situation qui contraindra M. Martinez à voter à nouveau pour M. Macron.
Vous poursuivez, la France aura-t-elle trouvé d'ici là les moyens de financer sa réforme des retraites? À réenchanter l'espace public auquel elle est si attachée par un retour du pouvoir souverain et d'une finance publique? Vous terminez en me disant qu'à défaut, il est fort probable que ce ne soit plus Macron ou son semblable qui gagne. Vous croyez bon de conclure sur une interrogation. Que fera-t-on alors? Je m'efforce de trouver les mots pour vous rappeler combien notre grand pays est singulier et constitue une terre de résistants. Il voue un véritable culte à l'histoire et à la politique et n'a jamais accepté longtemps la domination injuste et décérébrée. Je vous l'accorde, chers compatriotes, les résistants ne se sont jamais levés en nombre. Mais ne percevez-vous pas qu'ils sont de plus en plus nombreux à se séparer à reculons à l'issue de nos manifestations? En clarifiant, en redonnant du sens à notre vie publique, en proposant de véritables réponses à son inquiétude, nous apaiserons notre pays. Avec du respect et un projet retrouvé, la France redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un pays sûr de lui-même et impitoyable avec tout mouvement qui aspire à susciter l'adhésion en prônant violence et délit de sale gueule. Rassemblé et uni, il retrouvera la force de combattre le système destructeur qui s'est emparé d'elle. Contrairement à vous, je sens ce souffle de l'espoir et du renouveau. Réfléchissons dès maintenant à la manière dont il va pouvoir s'incarner pacifiquement dans l'esprit de notre jeunesse, du peuple tout entier. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Alors bien sûr, Aline, merci pour tes commentaires. Il devrait y avoir beaucoup d'auditeurs bien tristes. Oui, c'est vrai, on est peu nombreux. Je suis le premier à le regretter. On n'a pas à se comparer aux autres, mais j'ai heureusement bien sûr pas honte de nos émissions. Elles en valent d'autres, mais il faut reconnaître que pour l'instant... tant qu'on n'a pas 100 000 abonnés sur une chaîne, on a forcément un auditoire très réduit. Et quand je vois le travail que ça a représenté de revenir à, très bientôt, je le suppose, à 10 000 abonnés après avoir une fermeture de la chaîne, vous voyez, alors que nous en avions 15 000, vous voyez, on ne va jamais, ou en tout cas retrouver avec grande difficulté nos 15 000. Alors certes, ce fameux, comment que je l'ai appelé j'ai perdu le terme. Alors, en tout cas, cet extrait du passage de Didier Raoult devant la commission avec cette hypercute finale, voilà, c'était le titre de la vidéo, nous a valu effectivement 100 000 vues sur cette vidéo, mais il faut bien comprendre que c'est plutôt l'exception que la règle. Et nos vidéos les plus fouillées, on y passe parfois des heures et des heures et des heures, vous voyez, plafonne. Alors ça, c'est le lot de YouTube, il faut le savoir, hein, quand on est youtubeur, ça roule pas tout seul, il suffit pas de mettre une vidéo en ligne. Pour le reste, notre chaîne, elle progresse tranquillement, 10, 20, 30, dans les meilleurs des cas, 100 personnes par semaine, mais vous voyez que ça n'est pas rien. Alors avec 10 000 personnes, bien... on peut commencer à espérer parfois 1000 vues dans les meilleurs des cas sur la plupart de nos vidéos. Mais tant qu'on n'a pas une vidéo où il y a des gens qui s'écharpent, on est bien obligé de constater que ça n'intéresse pas un grand nombre d'entre nous. Et c'est dommage parce que je souhaiterais pour ma part encourager plutôt voyez, des réflexions apaisés que des gens qui passent leur temps à s'engueuler sur un plateau. Alors c'est vrai qu'apparemment c'est les seules choses qui intéressent nos compatriotes, quoi. Voilà, alors écoutez, tant pis, on va continuer notre bonhomme de chemin, résistons ensemble, que nous soyons nombreux ou pas. Donc on est toujours dans ce chapitre du retour aux fondamentaux avec une deuxième missive pour ce soir, rendre leur rôle aux institutions. C'est écrit à Paris. Chers compatriotes, je me réjouis de partager encore avec vous mes réflexions pour rassembler ces France. À mes yeux, cela passe par un État qui retrouve son rôle. Ainsi, je souhaite partager avec vous quelques-unes de mes réflexions concernant les institutions, fondements de notre régime démocratique. Leur rôle est essentiel dans ce retour à l'unité et à l'expression de tous. La République constitue le modèle dont s'est doté le peuple français et qui est à son service. C'est la raison pour laquelle on parle de République française. Dotée d'un État, elle repose sur des organes de pouvoir distincts les uns des autres.
Elle a aussi défini via sa constitution le pouvoir présidentiel qui incarne la France et représente cette République. Celle-ci s'est également dotée d'instances élues. Les députés représentent le peuple et incarnent une parcelle de la nation. Leur rôle est de contrôler l'exécutif, de préparer et de voter la loi dont le budget, de traduire en droit français les directives européennes, de voter les éventuels accords internationaux, de donner leur avis sur les orientations de guerre et de paix. Les sénateurs contrôlent aussi l'action du gouvernement et élaborent la loi sans être soumis à la spontanéité et à l'exposition permanente de l'Assemblée nationale. Leur chambre représente surtout les territoires et produit des rapports sur la façon dont évolue la France. La République s'est également dotée du Conseil économique, social et environnemental, CESE, dont la fonction est d'organiser la réflexion. Ces propositions remontent au président de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Autrefois, il pouvait aussi interagir avec le commissariat au plan institué par le CNR, Conseil national de la résistance, et en charge de la programmation et du financement des grandes infrastructures de la nation. Disloqué à partir des années 1980, il disparut en 2005, entraînant la fin de la DATAR, délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qui incarnait le dialogue et la programmation avec les élus locaux. Cette disparition a de fait entraîné une concentration de très hauts fonctionnaires sans affectation précise à Paris. Ceux qui étaient à Paris y sont restés, ceux qui étaient affectés en province les y ont rejoints. Ils figurent parmi les mieux payés et s'autodésignent en grande partie depuis une trentaine d'années. Bien que privés de tête et d'orientation, les hauts fonctionnaires qui le formaient n'ont cessé de travailler du temps où le débat gauche-droite avait encore un sens. Leurs orientations, aussi technologiques, technocratiques qu'inadaptées aux besoins du pays, étaient glissées dans une chemise bleue lorsque la droite était au pouvoir, dans une autre de couleur rose lorsque la gauche y parvenait. Afin de s'assurer de la prise en compte de leurs orientations, ils accompagnaient les nouveaux ministres en leur cabinet. Ils y instillaient l'idée qu'il fallait faire de la politique, non pas en réfléchissant, mais autrement. Aller sur le terrain, dire que ses choix étaient les bons et ceux de l'opposition nécessairement mauvais. Le débat gauche-droite disparut ainsi très vite lui aussi, l'ensemble des partis de pouvoir procédant au même choix idéologique. Leur rôle a évolué avec le développement de l'Union européenne. Craignant de devenir inutiles car personne ne les dirigeait plus vraiment, ils ont commencé à travailler avec les tout nouveaux commissaires européens. Bien formatés, ils ont tenu toute leur place dans l'avènement de la technocratie européenne. L'idéologie politique fut ainsi remplacée par la seule vision de ces hauts fonctionnaires. Si je considère qu'aller sur le terrain est important, je ne peux que m'insurger contre les va-et-vient entre hautes fonctions publiques et sphères privées lorsqu'ils finissent par altérer la capacité du responsable public d'exercer ses fonctions en toute objectivité, c'est-à-dire par créer des conflits d'intérêts. Ainsi, le discours est devenu « Combien d'hôpitaux faut-il fermer ? Combien d'écoles, de gendarmerie et autres services publics ?» Toute réflexion politique a été annihilée. Je tiens à préciser que tous ne sont pas ainsi et que nombre d'entre eux tiennent fort dignement leur rang et leur place à Paris comme ailleurs. Nous, les grands élus du peuple, en sommes les seuls responsables et coupables. Notre prise en main par le système nous a considérablement fragilisés. Sans idéal ni boussole, nous sommes tous en danger. Le rôle du député n'a jamais été simple. Il est pris entre le marteau du chef de l'État et du gouvernement et l'enclume de sa circonscription, sans cesse soumis à des choix cornéliens. Il est contraint de gré ou de force à pratiquer un double langage entre Paris et son territoire d'élection. Il n'en reste pas moins vrai que l'organisation de notre République, sans être parfaite, est bien pensée. L'existence de 3 pouvoirs distincts en son sein, exécutif, législatif, judiciaire, voire de celui qui est appelé le 4e pouvoir, celui de la presse, vise à limiter l'arbitraire et à empêcher les abus liés à l'exercice de missions souveraines. Le régime républicain a aussi prévu de veiller à ce que l'État respecte ses principes. Il a pour cela créé le Conseil constitutionnel qui juge de la conformité des textes à la Constitution. Petite cocasserie à mes yeux dans cette organisation républicaine, le Conseil d'État. Il représente l'organe le plus sophistiqué pour aider président et gouvernement à préparer leurs textes.
Son président n'est autre que, 3 points de suspension, le chef de l'État lui-même. Cet organe, référence de la conformité aux valeurs de la République et à la mission de l'État, dit le droit sur des textes qu'il a lui-même préparés et proposés. Il les juge aussi en cas de contestation. Situation étrange s'il en est. La même cocasserie existe aussi pour les tribunaux administratifs, sorte de conseil d'État à l'échelle du département. Ils peuvent être notamment saisis par les maires contre les préfets ou vice-versa. Là aussi, avoir de gain de cause est difficile. La justice dite noble, rendue au nom du peuple, est un pouvoir si hautement symbolique qu'il a été décidé de ne pas mettre à sa tête un simple ministre, mais un garde des sceaux, ministre de la justice. Ce troisième pouvoir est différent de la justice administrative, qui est un outil de l'État. Et puis il y a les médias, ceux des chroniqueurs qui, contrairement aux 3 autres pouvoirs, n'agissent pas au nom de l'État. Un des rôles est de rendre compte et d'informer sur l'action de ces pouvoirs. Elle est qualifiée de 4e pouvoir depuis quelques dizaines d'années et se rapproche de la fonction d'orateur dans la Grèce antique. L'ensemble de ces pouvoirs est essentiel à mes yeux, mais leurs organes ne sont plus guère animés par la mission première que la République leur a octroyée, être au service du peuple et des valeurs de la République. C'est ce qui explique en partie que députés et sénateurs, comme la presse et la justice, soient rejetés, voire haïs. Pourquoi ne pas retaper la France à l'image de la maison familiale ? Aux yeux de certains, elle est devenue si vétiste qu'ils ne s'y plaisent plus. Certes, ils lui portent encore de l'affection, mais ils la trouvent trop ceci, pas assez cela. Elle est pourtant idéalement placée. Mais la perception des membres de la famille s'est modifiée avec leur changement de mode de vie. Pourtant, chacun reconnaît qu'il n'aime rien mieux que de s'y retrouver. Certains doutent encore. On pourrait l'abandonner pour en construire une autre, plus moderne et fonctionnelle. Mais elle serait dénuée d'âme. Non, décidément, nous n'arrivons pas à nous résoudre à cela. 2 autres possibilités s'offrent à nous. Le ravalement de façade et quelques menus aménagements lui donneront un aspect plus moderne et agréable, mais ils ne changeront en rien sa fonctionnalité, son adaptation à notre nouvelle réalité. L'autre possibilité est de la restaurer. Il faudra alors en refaire un lieu adapté à nos besoins et propice à notre joie de vivre. Nous changeons d'échelle. Malgré le doute, notamment à cause de son coût important, n'est-ce pas la solution ? Reconsolider les fondations, conserver la structure et renforcer les murs porteurs. Ce lieu serait alors à nouveau adapté à notre vie, avec de larges espaces propices aux réunions de la famille qui grandit et où les baies vitrées auraient remplacé les petites fenêtres. Reste à s'assurer qu'en son sein, chacun ait sa place et connaisse les grands principes de fonctionnement, que chacun ait conscience de ses pouvoirs et de ses responsabilités, les moyens de faire entendre sa voix afin que la vie soit fluide. Faisons de même avec notre Maison France, notre Constitution, nos lois et nos institutions. Même si je suis réservé sur certains aspects de notre Constitution, elle a fait vivre notre pays dans une certaine stabilité depuis 62 ans, ce qui laisse à penser qu'elle est la mieux adaptée au caractère de notre peuple. Fonder une nouvelle République, rédiger une nouvelle Constitution me paraît donc hasardeux et risque de masquer l'essentiel. Notre régression ne découle pas tant d'une ingénierie constitutionnelle inadaptée que d'une soumission volontaire de nos dirigeants à la technocratie et à la finance mondialisée, ce qui n'évacue pas la nécessité de certains changements, comme nous le verrons plus tard. La possession par l'État de l'ensemble de ses prérogatives régaliennes et de sa liberté d'action pour choisir ses politiques et leurs moyens d'action permettrait à la France de se libérer de la dictature globalisée. Notre entrée dans ce système et l'acceptation aveugle que nous en avons faite l'ont détricoté dans sa dimension nationale autant que dans sa dimension territoriale. En redonnant à notre pays une solide colonne vertébrale, l'État offrirait la possibilité de réengager une véritable politique d'organisation et de développement. Chers compatriotes, vous voyez quels principes et valeurs ont présidé à la création de notre démocratie républicaine. Techniquement, il n'y a que très peu de points à mettre à jour, pas de révolution. Ce qui manque surtout à nos institutions et aux personnes qui les représentent, c'est le désir profond de servir les Français et l'âme de notre République. Ainsi pourrait-il être qualifié d'homme ou de femme d'État. Fraternelle amitié, Jean Lassalle.
Alors, le temps de lire vos messages, les amis, avant de passer à notre, je suppose, dernière missive, c'est bien ça, qui s'appelle « Une représentativité incarnée ». Alors, quelques-uns nous ont rejoints, donc bonsoir Romain, bienvenue parmi nous. Alors Aline nous disait, bah oui, c'est énormément de travail. Tous ceux qui ont fait du montage vidéo savent ce que ça veut dire d'assembler tous les plans et de faire les différentes recherches. La collecte de bouts de vidéo par-ci, par-là, le temps que ça représente de prélever par exemple 5 minutes dans une vidéo de 3 heures pour relocaliser les 5 minutes, parce que la première fois, on voit généralement cette vidéo et puis on a souvenir des thèmes, mais après, il faut pouvoir les localiser. Et croyez-moi, ça ne va pas si vite qu'on pourrait le penser. Alors, ça va venir, il faut être optimiste, le réveil est long. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Romain, il nous dit « Bonsoir et merci, je vous écoute dans mon lit de temps en temps et commentez peu, mais merci pour tout le travail que vous effectuez. » Merci à toi, Romain, ça fait plaisir. Cette chaîne mérite plus de vues, c'est bien vrai. Merci à vous de vos encouragements. Donc voilà, on va passer à notre troisième thème. Alors c'est vrai que je ne maîtrise pas toujours le temps, vous en êtes bien aperçu. Ça dépend des commentaires que nous faisons et évidemment aussi de la durée, de la longueur des missives de Jean Lassalle qui varie considérablement de l'une à l'autre. Alors celle qui nous reste à aborder ce soir est relativement copieuse, puisque c'est une missive d'une dizaine de pages. Celle que je viens de parcourir était relativement copieuse aussi, page 166 à 172, donc ça représentait cette page. La nouvelle 173 à 180, ce qui représente, si je calcule bien, 8 pages, donc 8 pages, voilà. Donc voyons ce que veut dire Jean Lassalle dans une représentativité incarnée. Chers compatriotes, donc c'est écrit à Paris, vous pensez que ce n'est pas en réhabilitant de vieilles structures, fussent-elles celles de la République et l'État, que nous sortirons de l'ornière. Et vous vous interrogez sur ce que pourraient bien faire ces structures passéistes aux limites tant éprouvées ces dernières années. Selon vous, il faudrait avant tout réinsuffler une dynamique disruptive, un espoir, un projet à notre pays et au monde. Je comprends votre réflexion et vous demande un peu de patience afin d'aller au bout de mes explications. La France est une république démocratique. Dans ce régime, la politique est l'art d'aviver la pensée, d'approfondir la réflexion, de préparer le projet et de le soumettre au peuple. Aujourd'hui, je ne pense pas que la politique joue pleinement son rôle. Pour que nos concitoyens puissent procéder à un choix éclairé et se persuader qu'ils constituent le peuple souverain, nous devons changer de paradigme et les tenir régulièrement et objectivement informés. Le président ne devrait-il pas s'adresser régulièrement au pays afin d'expliquer les grands enjeux tant sur le plan national qu'international? Il évoquerait aussi les grandes orientations à prendre et leurs conséquences dans notre vie de tous les jours. Pourquoi ne pas imaginer aussi que le Premier ministre rende compte régulièrement de l'action du gouvernement et communique les informations majeures qui guident ses choix? Et ce, non pas dans la langue morte de l'expression officielle et convenue, mais dans notre belle langue accessible à tous. Les députés relaieraient sur les territoires les débats en cours, les feraient vivre en recueillant le sentiment de leurs concitoyens, ce qui reconstituerait un sentiment de confiance autant qu'un désir d'engagement. Ceci implique d'intéresser les médias et tous les organes concernés pour qu'ils jouent eux aussi pleinement leur rôle en permettant le retour de la réflexion et du débat politique. Que l'organisation politique soit animée d'une réelle volonté de transparence et que chacun communique des faits objectifs. Ils pourront ainsi dénoncer le système plutôt que les hommes, le tout de manière apaisée et non pour susciter l'événement ou manier la provocation. Quel est l'intérêt de nous plomber tous les matins par l'annonce de catastrophes réelles ou à venir sans jamais informer sur ce que l'on met en œuvre pour y remédier? Nombre de nos compatriotes ont quotidiennement à faire face à des situations souvent douloureuses ou inextricables. Les perpétuelles jérémiades de nos médias sont devenues des armes de démoralisation massive et d'abrutissement collectif. Favorisons plutôt le travail d'investigation, d'information, c'est-à-dire le travail journalistique original, et pas seulement celui des éditorialistes.
L'information doit être suivie, documentée, vérifiée, croisée. Là aussi, je vous l'ai déjà dit, je connais nombre de journalistes dont le travail et l'engagement forcent mon admiration. Je tiens une fois encore à le souligner. Cette animation de notre démocratie exige aussi des partis et des syndicats de s'organiser pour une plus grande représentativité de ceux qui aspirent à prendre des responsabilités publiques. Mais les partis sont devenus fainéants, ils ont pris les feuilles de route des chemises colorées. Au lieu de former des personnes nouvelles, ils ont préféré recruter des hauts fonctionnaires, des avocats, des ingénieurs, des médecins. Notre monde des élus ne brille donc pas par sa mixité sociale. Pas d'ouvriers, peu de cadres moyens, pas d'agriculteurs, de chômeurs. Ainsi, aux yeux d'une écrasante majorité de Français, nous n'allons pas au devant du peuple, nous nous en sommes éloignés et en avons peur. On peut me rétorquer que dans un monde qui va si vite, un tel processus prendrait beaucoup de temps. Mais que coûte l'absence de compréhension, d'adhésion et les amendements au kilomètre? Ne le voit-on pas ces dernières semaines? Ne l'a-t-on pas assez vu l'an dernier? Il est indispensable de mettre en œuvre le concept de pensée contre soi-même décrit par Michel Foucault et d'associer dans les réflexions et les débats l'ensemble de la population, y compris celle des positions extrêmes. Au nom de quoi n'écouterions-nous ni n'entendrions-nous pas cette partie de nos concitoyens? Cela suppose de prendre du temps, de travailler en profondeur les dossiers avec les intéressés et de ne pas se laisser aller à la loi du plus fort, du plus célèbre, du plus visible ou du plus fréquentable. À l'échelle de notre nation, l'État ne doit-il pas donner une vision afin que chacun puisse se projeter et s'unifier dans un même dessein? Les actions dans l'urgence, les amas de textes superposés le permettent-ils aujourd'hui? Le président, le Premier ministre et le gouvernement sont maîtres de l'ordre du jour. Ils fixent l'agenda en fonction des circonstances et dans le respect des valeurs de la République. Le gouvernement désigne les grands commis de l'État dans les domaines régaliens, notamment les préfets sur proposition du ministre de l'Intérieur. De mon point de vue, ceux-ci se doivent de servir la France en tenant compte de nos complexités endogènes et exogènes. Malgré le sentiment de colère, de désespoir ou de révolte, nombre de citoyens aspirent à jouer un rôle plus important dans la vie de la cité. Ils ne souhaitent pas prendre la place de ceux qui assument les responsabilités publiques, mais exigent d'être tenus informés, de réfléchir, de donner leurs sentiments, d'apporter leur expertise aussi bien dans le cadre des préoccupations locales que dans celui des grands enjeux nationaux. Bref, d'exister. Ne pourrait-on pas imaginer une instance, une sorte de conseil du président de la République qui pourrait l'aider dans ses choix politiques majeurs en tenant compte des multiples angles de vue? Ne serait-il pas aussi pertinent de faire un retour d'expérience sur les actions menées au nom de notre République et d'en tirer des conclusions? Le Conseil économique, social et environnemental était originellement chargé d'animer et de donner vie à cette légitime aspiration. Des comités locaux ont vu le jour dans toutes les régions de France. Leurs travaux et propositions sont censés être pris en compte dans l'organisation des grands choix stratégiques du pays. C'est vrai dans le social, le monde économique, sportif, culturel, la recherche et le savoir. N'est-il pas grand temps qu'il renoue avec les lettres de noblesse qui présidèrent à son avènement et soit un centre de résonance de l'opinion publique et du savoir des experts? Imaginons ce que donnerait un maillage institutionnalisé étroit entre le CESE, c'est bien ça, ses comités régionaux, les conseils municipaux, les associations et les chercheurs. Si l'on avait à cœur de les mettre tous en réseau, de les faire travailler dans l'effervescence que procure l'action commune pour la création de projets de grande envergure, nous ne manquerions pas de voir les résultats positifs découler de cette synergie positive et de cette intelligence collective. Voilà ce qui pourrait constituer la base d'une authentique réflexion humaine. Elle permettrait d'émettre des avis et des propositions déchargées de toute violence, celles-ci parfois générées par une prise de décision dont la responsabilité reste du seul domaine des élus. Le pouvoir politique serait épaulé pour faire des choix décisifs. Le moment n'est-il pas venu de relancer une sorte de commissariat au plan, avec cette fois un pilotage effectif de l'État et des missions claires pour élaborer des propositions et faire de la prospective? Elle se ferait en collaboration directe avec le CESE et le président de la République. Il serait d'un grand secours pour reconstruire l'État, relancer, prioriser et adapter des politiques globales, transition énergétique, recherche, aménagement du territoire.
pour redonner une vision et du sens partout, à la banlieue délaissée comme à la campagne abandonnée. Pourquoi ne pas faire travailler de concert ces organes avec des administrations décentrées en les pilotant réellement ? Ne conviendrait-il pas de recréer ou de redynamiser des structures qui feraient travailler ensemble les sphères publiques, privées et associatives telles qu'elles existaient au niveau du département et des régions ? Missionner les associations de formation professionnelle pour adultes, AFPA, reliées aux précédentes, afin d'accompagner le chef d'entreprise ou le salarié tout au long de sa vie professionnelle serait tout aussi essentiel. Sur le plan agricole, acceptons de reconnaître qu'il est impossible à un jeune de s'installer ou de reprendre seul une exploitation agricole. Il faut retrouver l'esprit des anciennes directions départementales de l'agriculture et leur confier la mission d'accompagner le futur chef d'exploitation jusqu'au moment où il aura trouvé son rythme de croisière. Il s'agit ici, comme chez les jeunes artisans et commerçants, d'un domaine totalement dévasté. Les agriculteurs appartiennent aux professions où l'on se suicide le plus. En attendant que notre monde agricole retrouve la vigueur économique qui lui fait défaut, il me paraît nécessaire de mettre en place un salaire minimum assuré par l'État pour le conjoint. La renaissance de notre agriculture vitale pour le pays est à ce prix. Redonner une vision et du sens partout, à la banlieue délaissée comme à la campagne abandonnée. Le principe des antiques communautés pyrénéennes n'est au fond pas si loin de ces règles de gestion préconisées aujourd'hui. Le préalable à toute initiative était l'apport de la même information à l'ensemble des citoyens et l'assurance qu'ils s'en étaient appropriés les grandes lignes. Ensuite, quand il s'agissait de traiter ensemble, chacun veillait à renforcer l'identité de l'autre pour passer le bon contrat avec lui. Son exécution n'enchaînait pas pour autant les contractants, mais tout était fait pour susciter l'engagement. La prise en compte des parties prenantes au projet était le souci primordial. C'est ce que nous appelions la gestion patrimoniale en bien commun. Est-ce vraiment une pratique si désuète ? Est-elle si différente des principes actuels de gestion de projets agiles et d'analyse systémique ? N'était-ce pas là une source d'intelligence collective ? Parallèlement, il s'agit de s'interroger sur le respect de la variété des expressions politiques, notamment lors des élections législatives. Actuellement, les conditions de la diversité de l'expression politique ne me semblent pas assurées et les élections législatives à la proportionnelle partielle me paraissent être l'outil pertinent. Si elle l'était, le scrutin uninominal à 2 tours me paraît le plus approprié. Je reste aussi attaché à ce mode de scrutin car je crois à la répartition géographique des députés qui, à la proportionnelle intégrale, ne sont plus élus de territoires précis mais de partis. Députés de la nation, ne puisons-nous pas notre légitimité et notre expertise qu'en tant qu'élus d'un territoire ? C'est la même raison qui me pousse à être favorable au retour du député-maire que la loi sur le non-cumul des mandats a supprimé. Chasser les maires de l'Assemblée nationale, c'est affaiblir sa capacité à prendre en compte la réalité du terrain. Ainsi, vous vous en doutez, je ne partage pas le souhait de baisser le nombre de députés. Avatar supplémentaire de la rationalisation, ce projet couperait un peu plus les élus du territoire. A-t-on mesuré ses conséquences sur l'extension géographique de nos circonscriptions ? Veut-on reproduire les effets désastreux de la loi NOTRe avec des territoires XXL, nous éloignons toujours plus d'une démocratie de proximité, du lien entre les hommes, des femmes et leur territoire ? Chers compatriotes, la logique me semble transparente dans le système qui se met en place. En finir avec le peuple, la représentation, l'État, toutes les constructions qui peuvent entraver la mondialisation et ses mouvements financiers. Je prône le retour d'un peuple informé, responsable et à nouveau souverain pour choisir celles et ceux qui incarneront le projet qu'il aura choisi et avec qui il construira son futur. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Alors les amis, j'espère que ça vous a permis de réfléchir à ce que vous souhaiteriez vous. Pour ma part, j'ignorais évidemment le contenu de cet ouvrage. Je trouve Jean Lassalle, après avoir travaillé beaucoup avec les Gilets jaunes et les assemblées, Gilets jaunes constituants, le livre de Valérie Bugeaud, Les raisons cachées du désordre mondial, je trouve personnellement ces propositions bien trop frileuses. On est encore vraiment toujours avec une élite, avec une représentation
qui prend à mes yeux trop de place et bien trop peu de contrôle mentionné pour l'instant dans ces pages, et j'aimerais bien que Jean Lassalle lise évidemment les propositions de Valérie Bugeaud dans son livre « Les raisons cachées du désordre mondial ». Voilà pour mes réflexions un peu à chaud. Donc, on a vu passer, il est toujours avec nous, je l'espère, Mokfi Sam, bonsoir à toi, merci de nous avoir rejoints. Donc, vous voyez, on arrive au terme de cette émission. Matière à réflexion. Alors, demain, on abordera, on verra ce qu'il veut nous dire par là, le retour du peuple. Alors, je me méfie quand même pour l'instant un peu de cette utilisation du mot peuple par Jean Lassalle, même si évidemment parmi les autres députés dans l'ensemble, on a le sentiment qu'il fait preuve d'une plus grande liberté et ouverture d'esprit que tous ses congénères qui sont finalement des pantins. Mais ceci étant, moi, personnellement, j'attends quelque chose d'encore plus ambitieux que ce qui est là. Alors, vous voyez, demain, on va aborder le retour du peuple, la finance au service de l'économie, et puis on changera de thème pour passer dans enseignement et transmission du savoir, et on abordera une clé d'avenir. Donc ça va être notre programme de demain. Bien, écoutez, il me reste à vous remercier de vos encouragements, de votre présence, à espérer que vous y aurez trouvé, comme moi, source d'inspiration, et puis à vous souhaiter bien sûr une excellente soirée, en sachant que va faire suite à cette émission, probablement l'unique live de cette semaine, eh bien le scandale qui fera l'objet d'une vidéo à part, après retravailler le contenu de cette émission, qui s'intitulera bien sûr Scandale 5, un confinement qui confine à la bêtise. Il y en a au total 11, donc vous voyez, on a encore, comme on dit, du pain sur la planche. Et donc, voilà, alors j'étais en train de voir si ça marchait encore. J'avais des traces des travaux qu'on avait fait avec Valérie Bugeaud. Mais je vois que ça ne s'affiche plus, donc alors ça c'est le manifeste, vous voyez, des Gilets jaunes constituant 91. À mon avis, il n'a pas pris une ride, voyez, et donc c'est un manifeste que je vous invite à partager largement. Alors est-ce que ce manifeste de Valérie Bugeaud, vous avez en fait voilà, un petit extrait d'une de ces vidéos là que j'avais concocté. Alors je ne sais pas si ça fonctionne. Alors, j'ai pas mis le son, là on peut toujours attendre. Alors, attendez, on va essayer de remettre cet extrait. C'est surtout au XXe siècle que les choses se sont vraiment accélérées avec la création de la BRI, qui est un élément très 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 important, puisque il faut quand même savoir que la BRI a permis le financement du réarmement et de tout l'effort de guerre nazi. Hitler a été financé par les flux de capitaux qui ont transité par la BRI. Et dans laquelle les banquiers français étaient aussi intéressés, parce que la liquidation des réparations de guerre s'est faite au profit des banquiers qui ont accepté finalement, qui ont fait accepter par le gouvernement de s'asseoir finalement sur les réparations de guerre, parce que eux tiraient profit des intérêts des prêts qui finançaient l'Allemagne nazie, la reconstruction et l'effort de guerre. Le gouvernement français devait s'asseoir sur les... Oui, le gouvernement français a accepté de renoncer finalement. Voilà, donc je vais arrêter là. Si vous avez, si ça a marché comme prévu, je ne le saurai qu'au retour. Vous avez pu entendre la voix de Valérie Bugeaud. On pourra y revenir si nécessaire. Et donc, passez une excellente soirée. Je vous laisse en compagnie du générique de fin. Et puis, je vous donne rendez-vous très probablement à la semaine prochaine. Donc voilà,
pour notre prochain rendez-vous. Entre-temps, vous aurez, je l'espère, le plaisir de découvrir la vidéo consacrée au scandale numéro 5. Ça vous fera pas plaisir en revanche, mais il faut bien dire les choses. Merci Mokfi Sam, merci Romain Aguera, merci Aline, merci à tous ceux qui ont été parmi nous ce soir. J'espère que j'en ai pas oublié. Voilà. Donc à bientôt, passez une excellente soirée, pensez à vous régénérer dans vos temps libres. Je vous laisse en compagnie du générique final. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.